Merci à vous. Votre émission se poursuit et bien évidemment, et dans les 30 dernières minutes, passé la phase préliminaire, la campagne pour les élections professionnelles tire à sa fin. Encore 48 heures et ce qui a officiellement démarré sur le terrain pour les 8 confédérations et centrales syndicales va prendre fin. Comment parvenir à rallier au moins 20% des suffrages à sa cause? Tel est aujourd'hui le défi majeur à relever au soir du 24 janvier prochain. La CSPIB, centrale syndicale des secteurs privé, parapublic et informel du Bénin, prend part à cette compétition électorale. C'est la seule centrale dirigée par une femme que propose au milieu d'électeurs la CSPIB. En plus de ce qu'elle les a fait dans ces 3 secteurs, nous recevons pour vous Clarisse Rennes Fandi Yaoui, l'invitée du Grand Oral. C'est parti. Alors, bonsoir, Madame la secrétaire générale de la CSPIB. Bonsoir, frère Herman. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, c'est facile d'être secrétaire général d'une centrale comme la CSPIB? Bien sûr, c'est facile si vous maîtrisez ce que vous voulez faire. C'est bien facile. C'est pas facile au milieu des autres centrales qui sont dirigées par des hommes. Bon, même si ce sont des hommes, ce sont des humains. Ce sont des humains, s'ils sont dirigés par, les autres centrales sont dirigées par des hommes, mais ces hommes aussi sont conscients qu'un jour, les femmes aussi vont intégrer le milieu syndical, le monde syndical avec eux. Donc c'est ça qui a commencé l'année passée. Oui. L'année passée, parce que c'est en 2019 que j'ai accédé à ce poste. Ah d'accord. Vous avez succédé à qui? À Père à son âme, l'ingé d'Envonon Christophe. Oui. 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 Alors, depuis que vous avez pris les rênes de cette confédération, de cette centrale, ça se passe comment? Dites-nous. Bon, ça se passe correctement. Donc, bien vrai que tel que vous pensez que ce serait, c'est comme ça, mais on essaie de faire avec, parce que le milieu des hommes, c'est toujours comme ça, c'est difficile de commencer. Mais à l'heure où nous sommes maintenant, je pense que je maîtrise un peu le milieu et je fais avec. Le 22 prochain, c'est la fin de la campagne. Nous sommes en pleine campagne pour les élections professionnelles du 24 janvier prochain. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous du déroulement général de cette campagne sur le terrain? Bon, par rapport au déroulement, je pense que ça se passe bien dans la quiétude, parce que chaque centrale essaie d'être sur le terrain et d'aller vers les travailleurs en général. La particularité de ces élections que je salue les organisateurs, est qu'on a impliqué tous les travailleurs, sauf les travailleurs de l'économie informelle, parce qu'il y a des critères que ceux-là n'ont pas encore, mais je pense dans nos défis, ce serait ces défis-là que nous allons essayer de relever, parce que ça fait partie de nos militants. Ceux-là font partie de nos militants. Le secteur informel. Oui, le secteur informel. Le secteur informel qui représente plus de 85% de ces travailleurs. Et si on les écarte des élections professionnelles, qui dit élection professionnelle dit la représentativité. Alors que ceux-là représentent plus de 85% des travailleurs. Et on les empêche d'aller vers les élections professionnelles. Et on a accepté, le BIT a accepté qu'on les organise en syndicat. Et ils sont dans les confédérations. Mais à l'heure des élections professionnelles, on les écarte. Ça veut dire que la CSPIB va à cette élection avec une jambe un peu... Oui, on nous a coupé un bras, mais ça ne nous dit rien, ça ne nous empêche pas d'évoluer, de foncer, on a continué. Mais on sait qu'on va rattraper ce bras-là et le mettre en place. Oui, votre syndicat, votre centrale s'occupe du secteur parapublic, du secteur informel et du secteur privé. Privé. Dites-nous, quand on prend chaque secteur, ça regroupe quel type de travailleurs? Quand on prend le secteur privé en général, ça regroupe les travailleurs qui se sont formalisés. Et quand on prend le secteur privé, en l'occurrence, ce sont les travailleurs qui sont dans des entreprises, soit publiques, disons privées, carrément privées. Oui. Maintenant, ceux qui sont parapublics sont ceux qui sont autonomes. Très bien. Mais qui a le flair aussi un peu du gouvernement. Je prends par exemple la SBE, je prends la Sogema. Oui. Donc, ces sociétés ces entreprises, ces entreprises mixtes en fait. Voilà. Où il y a une part de l'État dedans, une part du privé dedans, où c'est un peu... Voilà. Et donc, les formels, on connaît, c'est ceux qui ne sont pas dans l'économie formelle. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'économie formelle ou informelle? Économie, c'est économie? Oui.
toute économie est exploitable par l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faudrait que les dirigeants même prennent leurs responsabilités pour structurer cette économie, pour que ça soit formel. Quand on dit économie c'est économie. Il n'y a pas d'économie formelle et économie informelle. Très bien. Alors, quand vous allez sur le terrain, qu'est-ce que la CSP propose aux travailleurs? Bon, par rapport aux travailleurs du public en général et parapublic, on leur dit, comme vous le savez, au niveau des entreprises, le problème qu'ils ont et qui perdure pendant des années, c'est l'hiérarchisation du SMIC qui pose problème. Il y a aussi tant d'autres. Nous avons expliqué aux nôtres que nous sommes en train, mais il faudrait que nous trouvions une solution que réellement cette hiérarchisation soit effective pour qu'eux aussi ils aient des ballons d'oxygène. Dans la mesure où le gouvernement entend, quand on l'a rencontré, nous a dit que ceux-là, dans le public, à qui le gouvernement doit, on les a satisfaits. Et on nous a dit par exemple que depuis le mois d'octobre passé, on a commencé par débloquer 1 milliard par mois pour ces gens-là. Donc eux, ils ont des ballons d'oxygène. Mais pourquoi pas pour les travailleurs du privé? Donc on a exhorté le gouvernement en son temps d'essayer de voir comment ça va se passer pour que ces gens-là aussi, par rapport à l'hiérarchisation du SMIC, qu'eux aussi, ils aient un peu de ballon d'oxygène. Quand vous parlez du privé, vous parlez de nous autres, quoi. Oui, c'est ça. Allez-y, élaborez là-dessus, allez-y, défendez notre cause. Oui, c'est ça. Donc, il nous faut du temps. Si vous essayez de nous choisir parmi ceux-là qui seraient sortis au soir du 24 décembre, je pense qu'ensemble, nous allons essayer d'œuvrer pour que réellement l'hiérarchisation soit effective. Donc, à part ça, quel autre élément constitue pour vous des thèmes de campagne? Bon, et on a constaté qu'il y a des lois qui sont sorties l'année passée par rapport à l'embauche. Oui. Pour les privés, ça crée beaucoup de problèmes et je peux dire que ça a encore renforcé les difficultés que ces travailleurs ont au niveau des employeurs privés. Donc si on dit qu'on va appliquer cette loi, je ne pense pas que les investisseurs seront avec nous. Donc, par rapport à ça, on a essayé de dire aux travailleurs que nous allons essayer de voir comment faire pour que cette loi soit revue, pour que réellement nous ayons la quiétude dans les entreprises. Oui, à part la loi, à part quoi d'autre? Il y a aussi l'éducation, la formation à ces travailleurs-là. Les éduquer pour que sur le plan syndical, eux aussi, ils savent comment militer. Être syndicaliste ne suffit pas d'être dans une centrale, dans une structure de base syndicale pour dire que nous sommes syndicales. Non, il faut connaître ce que c'est que les fondamentaux du syndicalisme. Il faudrait qu'on les forme. Et je pense que c'est ce déficit que nous avons. À la base, nos militants ne sont pas bien formés et ça fait que eux aussi, ils ne savent pas où ils doivent réclamer leurs droits et où se trouvent aussi leurs devoirs. Donc, il faudrait qu'on les forme pour qu'ils sachent comment être un vrai syndicaliste. Oui. Aussi, nous avons aussi, puisque nous avons aussi l'informel et que nous reconnaissons que la protection sociale fait déficit dans le secteur de l'économie informelle. Donc, il faut nécessairement que nous nous battons pour que réellement le projet que le gouvernement a mis en place tout récemment, le projet H, qui vise l'extension de la protection sociale dans tous les secteurs, que ça soit effectif. Parce que nous savons que même dans le public et le privé formel, la protection sociale n'est pas encore ce que ça doit être. Mais le déficit que ça crée au niveau du secteur informel, il faudrait que nous essayions de régler cette injustice pour que ces travailleurs aussi aient un tant soit peu la protection sociale. On voit que le chantier devant vous est assez grand, assez vaste. Est-ce que vous allez pouvoir réussir tous ces chantiers? On va ensemble. Nous ne pouvons pas aller de façon solitaire. Tous les travailleurs qui sont avec nous, je pense qu'il faudrait les associer à la lutte pour que nous tous, nous allons vers la réalisation de ce chantier-là
qui est devant nous. Alors, justement, la lutte syndicale aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle est toujours ce qu'elle était par le passé, ou alors vous avez cru devoir changer de fusil d'épaule? Il faut nécessairement changer de fusil d'épaule. Parce que la lutte syndicale, d'hier, on a vu le résultat que ça a donné. Quand nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Avant même d'être sur le terrain pour la campagne, on sait ce qui se passe. Les gens sont réticents du syndicat. Les gens ne croient plus au syndicat. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que faire du bruit, faire du tapage, aller en grève, faire la marche, du sitting, est-ce que ça nous a rapporté quelque chose? Il faudrait que nous allons en arrière, réfléchir, faire l'évaluation pour voir si réellement ça va donner quelque chose de bon. Nous pouvons dire non. Crier à tout moment sous les toits, laisser l'entreprise pour aller se reposer à la maison, soit disant qu'on est en grève, ça, je pense qu'il y a mille et une manières maintenant de manifester son mécontentement au niveau des entreprises. Parce que la vie de l'entreprise compte beaucoup. Sans l'entreprise, il n'y a pas d'employés. Sans l'entreprise, il n'y a pas aussi de travailleurs. Donc, en disant que nous sommes mécontents qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous devons aller marcher, faire ci, faire ça, et sans résultat. Quand nous avons fait tout ça, là, qu'est-ce que les travailleurs ont récolté, ont gagné et dans ça? Non, nous avons vu qu'aujourd'hui, il faut le syndicalisme de développement, basé sur le dialogue et la négociation. Donc c'est ça que la CSP opte faire. Et je pense que c'est ça que nous faisons. C'est pourquoi on ne connaît pas la CSP. La CSP qui était là sur le terrain depuis 2019, pas 2019, et 1989. Ah oui, n'est pas connue. La CSP depuis 1989. Oui. Ça veut dire que c'est avant la conférence nationale, ça. 99. Oui, 99. Ah, ok, d'accord, c'est 99 après la conférence. Oui, donc 9 ans après la. C'était après qu'il y a comment dire, il y a l'espace syndical. Voilà. Donc c'était ça. C'est après tout, juste après ça là, que les privés étaient avec eux. Mais on constatait que pour aller plaider ou bien pour aller autour de la table de négociation, ils ne se retrouvent plus. Ce n'est que les questions du public, des travailleurs du public qui se posent. Donc, ils se sont retirés après pour pouvoir créer cette centrale-là. Mais du moment où nous ne crions pas, parce que quand tu es dans le privé, est-ce que tu as le culot de dire à ton patron, je ne viens pas aujourd'hui pour travailler? Non. Quand les secondes nous sont comptées. Donc, partant de là, nous ne crions pas. C'est pourquoi on nous travaille dans l'ombre. Et pourtant, il y a des entreprises qui sont avec nous et qui nous connaissent. Wow. Et qui nous connaissent. Donc, par rapport à ça, les gens ne nous connaissent pas. Parce qu'ils disent que nous sommes trop pacifiques, que nous ne crions pas, nous ne faisons pas. Aujourd'hui, c'est cette politique-là que tout le monde veut adopter. Donc, il nous rejoint. Le syndicalisme de développement. Voilà. Il faut aller par la négociation. Le dialogue, voilà. Et penser à la vie de l'entreprise. Surtout. Oui. Sinon, regardez, quand les gens vont, nous prenons le secteur de l'éducation. Mais quand ils vont en grève, qu'est-ce que ça rapporte? Et après, ils sont obligés de faire chose là, de reprendre. Quand les enfants ont perdu, tout à fait. Est-ce que vous voyez? Si eux ils pensent à leur entreprise, comment faire pour que ces enfants-là aient leur éducation solide? Voilà. Donc je ne pense pas que l'éducation serait par terre aujourd'hui. Dites-nous, on t'en veut la fin de notre entretien, la session va sur le terrain, le 24 janvier prochain, qu'est-ce que vous attendez des travailleurs? Qu'ils votent massivement pour nous, pour que nous soyons représentatifs, pour aller plaider leur cas. Parce que s'ils ne votent pas, ils n'ont qu'à reconnaître que leurs doléances qu'ils portent vers nous vont rester au bureau, au secrétariat. Ça n'irait pas en haut vers les gouvernants. Mais s'ils veulent que réellement leurs doléances soient prises en compte, ils n'ont qu'à essayer de voter massivement la CSP. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une femme qui est devant la CSP. Je pense que là où il y a la femme, il y a la paix, il y a la transparence et je pense que tout évolue. Aucune porte n'est non accessible à une femme. Et je pense que
mes militants aussi reconnaissent que c'est ça. Quand il y a une femme, il y a la paix, il y a la douceur, il n'y a plus de bruit. Donc je pense que la CSPIB aussi, c'est le leadership féminin. Aussi. Est-ce que vous avez l'accompagnement d'autres femmes leaders qui militent aussi en faveur de la cause féminine? Bien sûr. Dans les autres confédérations, même, le jour où ils ont, bien sûr, les femmes des autres, nous avons des comités de femmes. Mais les présidents des femmes des comités des autres confédérations m'ont supporté jusqu'ici. Ils m'accompagnent. Et il me donne le moral de surmonter tout ce que j'ai comme... Et d'affronter les hommes. Oui, d'aller de l'avant. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter sur moi. Il y aura encore d'autres femmes qui viendront dans le monde syndical. Alors, quelles sont les perspectives pour la CSPIB? Je vais déjà dire, après ces élections professionnelles, comment voyez-vous la CSPIB? Je voudrais qu'après les élections, après ces élections professionnelles, que la CSPIB soit visualisée, que la CSPIB soit à la hauteur du poids qu'il devait avoir, que la CSPIB grandisse et embrasse beaucoup de travailleurs des entreprises privées comme publiques. Sur le point de fin, vous avez un appel à lancer ou c'est bon, ça peut aller? Oui, mon appel de fait serait de remercier ceux-là qui ont cette maison. Oui. Et remercier la direction de Canal 3, vous voulez dire? Et tout le personnel aussi. Vous remercier d'avoir pensé à moi. Et aussi exhorter tous les travailleurs, que ce soit mes militants ou les autres travailleurs des entreprises privées, publiques, même les informels, parce que les informels ont des frères, ont des enfants qui sont dans le formel, que ce soit public ou privé. Je les exhorte de dire à leurs proches de voter massivement à la CSPIB là où il y a leur maman. Voilà mon défunt. Clarisse Fondi, merci d'être passé. C'est moi. Secrétaire général de la CSPIB, centrale des syndicats du secteur parapublic, informel et privé du Bénin. D'abord. Voilà, merci d'être passé. Merci. On va tout de suite installer Robert Acloso pour ActuWeb. Merci beaucoup. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les Canal 3, la passion de l'image. Bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. Merci. Vous avez déjà vu cette année? Oui, plusieurs fois. D'accord. Heureuse année à vous de toute façon. Nous sommes encore mois de janvier. Très bien. ActuWeb, c'est le sujet vu et relayé sur la toile. Le sujet numéro 1, le président Patrice Talon qui s'est rendu hier mardi à Abuja où il a rencontré son homologue nigérien Muhammadu Buhari. L'information a été rapportée par plusieurs activistes dont Yves Dakoudi qui m'a intitulé « Le président Patrice Talon a été reçu ce mardi 19 janvier 2021 à Abuja par son homologue nigérien Muhammadu Buhari. Dans un contexte d'ouverture timide des frontières par le Nigeria, on imagine bien l'ordre du jour entre les deux hommes. Il y a quelques images tout à fait qui vont défiler pendant que vous y êtes. Les images défilent. De très belles images, j'avoue. Très belles images. De très belles images. Le commentaire. Oui, on y va. Robert Humbo, Talon a un véritable pagailleur. Il a tenu tête au Nigeria jusqu'à Buhari est contraint de l'inviter pour s'excuser. Notre pays est tout simplement un pays de pagaille. Taï Damien, l'ordre peut ne pas être frontière. Peut-être que Prégo allait dire à Baba qu'il est candidat encore pour un autre mandat de 5 ans. Tertulie Gaffan. Pendant que certains s'insultent entre eux, lui, mon tout-puissant Prégo, est sur d'autres fronts. Yannick Kwakanou. Moi, je suis revendeur de véhicules d'occasion et je ne fais que prier pour ça. Haïté Francis, l'infatigable Talon. Toussaint Idéo, qui t'a dit que Talon est fini? Qui t'a dit ça? Nazer Dossa, Djemedji, on a besoin d'un plus petit que soi. Simon, avancez-vous. J'avais dit ici que j'ai confiance en lui pour les camions qui n'ont pas bougé depuis la réouverture des frontières du Nigeria. Ce type est un cadeau du ciel pour le Bénin. Voilà un peu quelques commentaires.
Très bien. Suite aux nombreux cas d'accidents occasionnés par les camions de Ebomaf, le ministre des Transports a effectué une descente sur le terrain hier mardi également. Exactement, il était accompagné de plusieurs cadres du maire d'Abomey Calavi. Ils étaient sur le site d'Ebomaf. Ils ont tenu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise et pris trois grandes mesures qu'on va énumérer. Oui, on y va. La première, il s'agit de la vérification de la qualité des véhicules utilisés sur les chantiers. Le Centre national de sécurité routière est instruit à l'effet de contrôler tous les véhicules, notamment la vérification stricte des systèmes de sécurité. Deuxième mesure, la vérification de la qualification de tous les conducteurs, surtout ça, en particulier les conducteurs poids lourds, pour voir l'authenticité des permis de conduire. Vraiment. L'ANAT est instruite à cet effet. La vérification de l'adéquation entre la catégorie du permis de conduire et le véhicule utilisé par le conducteur. Vérifier si le détenteur du permis est vraiment le propriétaire. Vraiment. Ne seront désormais acceptés sur les chantiers que des conducteurs de véhicules poids lourds qui disposent d'un permis de conduire poids lourd d'une expérience de 7 ans minimum, c'est-à-dire une expérience de 7 années après l'obtention du permis de conduire poids lourd. C'est une mesure qui sera généralisée sur tous les chantiers parce que c'est un métier qui requiert de l'expérience et de la compétence. Surtout de l'expérience et de la compétence. Exactement. Troisième mesure, veiller à ce que les conducteurs ne soient pas dans des états anormaux, notamment ceux qui s'adonnent à des substances pour avoir des performances extra. Des contrôles seront organisés ensemble avec le ministère de la Santé à cet effet. Le CNCR fera des visites inopinées pour contrôler les signalisations et le respect des règles de sécurité à observer sur les chantiers routiers. Il viendra régulièrement contrôler si la limitation de vitesse 30 km/h sur les chantiers est respectée. La police républicaine sera sollicitée avec des radars car il s'agit de sauvegarder les vies humaines. Le directeur général de Ebomaf rappelle qu'aucun conducteur n'est au-dessus de la loi. Les rotations pour chaque conducteur est limitée à 2. À la fin, le ministre appelle à la vigilance de tous et rassure les populations de ce que le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité tant sur le chantier que dans les abords et sur les accès aux carrières d'emprunt. Le résumé nous a été fait par Aimé Darcy Djeri, qui est un activiste qui était de la partie. Et on peut voir quelques images de cette descente du ministre sur le terrain. Pendant que les images défilent, on va passer aux commentaires. AICB Ganjo Cedro, il est temps. Taï Damien, très bien. Quand la délégation va finir de rencontrer les gens de Bomaf, qu'ils quittent Révier, prenant par Rodo, Carrefour Ichidi, allant au Carrefour Kota. Ça permettra aux autorités de savoir quoi dire à nous autres usagers de la voie en chantier aussi. Je prends le cas de certains marchés de Rodo se trouvant au bord de la voie. Quand je vois comment les dames du marché font de la voie à leur place de marché, ça me fait de la peine. Ouais, c'est un constat. Un très beau constat. Et nous sommes Bobo TV. Il dit simplement merci. Merci. Malem Kodja, enfin, Koi. Olatunde Gani Akitayo. Partout au Bénin, les conducteurs de camions sur les chantiers se foutent royalement des règles du code de la route. Ils roulent et foncent parfois sur les citoyens. Il faut les discipliner un peu. Surtout ça. Exactement. Danomage Mundial. Démarche salutaire, vivement qu'ils comprennent et arrêtent de faire autant de victimes et d'orphelins. Sinon qu'ils aillent consulter les réactions de la population sur le net après leur dernier cas d'accident créé où les victimes ont perdu la vie. Ça parle déjà de bastonnage jusqu'à vindicte populaire des chauffeurs la prochaine fois qu'un de leurs camions va tuer un usager. Qu'ils respectent les consignes données par les autorités à cet effet. Nestor Revo Ekmon. Ebomaf est une entreprise à problème, on dirait. Avec le nombre de morts occasionnés par les chauffeurs, les travailleurs arnaquent les populations. Les riverains tombent dans des trous, etc. où ils font des sacrifices. Voilà un peu. Sujet numéro 3, diffusion d'audio d'autorités, d'anciens ministres. Les citoyens demandent au procureur de s'autosaisir. Oui, cette semaine, on a écouté des audios pas trop gais de la part de l'ancien ministre de la fonction publique, Aboubakar Yaya. Rodolphe Daga a profité pour faire un post dans lequel il dit « Dans le lot des imposteurs qui avaient pris ce pays en otage figurent ces deux visages. Ce sont eux qui scandaient tristement dans un passé récent « Après nous, c'est nous ». Où en sommes-nous? Aujourd'hui, l'histoire les rattrape et ils font des déballages ignobles et infâmes qui, à la limite, choquent nos sensibilités sur leur mauvaise gestion.
Pendant une décennie, ils ont réussi l'exploit de piller ce pays et détruire son économie. C'est pathétique. Personnellement, je pense que la CRIET devrait expressément écouter les anciens ministres Aboubakar Yaya et Théophile Yarou sur la gestion calamiteuse des affaires d'État et notamment sur les tenants et aboutissants de l'organisation des concours frauduleux dont ils sont les seuls à avoir le secret. Les noms sont là, les papiers sont encore là aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aboubakar Yaya. Alors, monsieur le procureur spécial de la CRIET, Mario Metonou, le peuple vous observe. Agissez. Signé Rodolphe Daga. Avec l'image des deux autorités concernées. Exactement. Aaron Zossou, il doit faire le ménage, le procureur. Trop, c'est trop. C'est même vos quinqués, tous pourris, qui les connaissent mieux dans ce pays, Talon et Azanaï. Albert Milido, c'est important. Vladimir Agbetogan. Surtout ceux Yaya Menev. Credo et Talon. Ils sont dans un plan de déstabilisation. Ne vous fiez pas à ces gens. Tant pis pour les partisans qui les prendront au mot. Bernardine Assé, heureusement que notre pays s'est libéré de ces otages, comme l'a dit le ministre Azanaï, tous pourris. Ceux-là, autant de la tête aux pieds, ne méritent plus d'être libres de leur mouvement. Mais ce qui me rassure, attendons le second quinquennat. On va leur montrer le sable de Cotonou. Franck Saga, vraiment, Talon a raison de barrer la route à tous ces racailles qui faisaient la pluie et le beau temps à la tête de notre État avant. Maman Sani, Issa. Malheureusement, ils sont nombreux dans la sphère politique. Voilà un peu le commentaire. Oui, je m'attendais à une vidéo de fin que j'avais déjà balancée en début ici au duel. Si vous voulez, on va demander à la régie de nous balancer cette vidéo du chef d'État béninois, Patrice Talon, qui prenait congé de son homologue nigérien. Et ce sera tout pour 4 minutes au Bénin. Une vidéo de 5 secondes, je pense. Oui. Merci beaucoup. Comme il l'a dit, see you soon. Ce sera tout pour 90 de ce 20 janvier 2021, jour spécial aux États-Unis avec l'investiture de Joe Biden, le démocrate Joe Biden, 78 ans, qui a été élu à la tête de cet État avec sa colistière. Un soulagement pour le monde entier. Oui, rapidement un mot. Le départ de Donald Trump, un vrai soulagement pour le monde entier. On n'en pouvait plus. Et pourquoi tu salues le départ de Trump? Non, Trump il a viré. Il a beaucoup gaffé, c'est ça? Il a trop gaffé. Ouais. Il a trop gaffé. Sincèrement, il fallait qu'il parte. Ouais. Pour que l'image de la grande démocratie soit restaurée. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, faites-le savoir. À vendredi prochain.